Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45. 18 février 2010, 18 février 2020, cela fait jour pour jour exactement une décennie que l'armée nigérienne intervenait sur la scène politique pour prendre les destinées du pays en renversant un régime civil. Le CSRD de Salou Jibo mettait fin aux 3 ans de bonus de Tanja Mamadou, président des 5e et 6e Républiques. 10 années après, que faut-il retenir de cet événement et la vie de la nation? Élément de réponse à travers ce reportage signé Adamou Soumana et Sadoudoumi. Nombreux sont les Nigériens qui se souviennent encore de cette date, comme si c'était hier. Cette date, c'est le 18 février 2010, qui marque l'avènement aux commandes de l'État du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie avec à sa tête le commandant Salou Jibo. Un coup d'État militaire qui mettait fin à ce que d'aucuns qualifiaient d'un coup d'État civil que constitue l'avènement de la 6e République. Une fin de régime diversement appréciée par les citoyens nigériens de nos jours. En tout cas, le coup d'État, j'aimerais dire de l'autre côté que c'était un coup d'État qui était vraiment préparé par d'autres intentions, mais est encore très loin de la démocratie que le peuple nigérien attend toujours. Non, moi j'étais d'accord qu'il y ait un coup d'État. Parce que, comme on l'appelle, la Constitution, c'est la Constitution. C'est vrai, on ne peut pas se baser sur des bonnes actions qu'on veut prétendre et vouloir modifier la Constitution. Le peuple a dit non, le peuple a dit non. Donc c'est vrai, le coup d'État ne pouvait pas être cautionné. Le coup d'État au contraire était cautionné. J'étais à l'école quand nous avons commencé à entendre les tonnerres des armes, les crépitements. Bon, en tant que citoyen, parce que nous avons observé la gestion des Tanja de près. Et, honnêtement, je n'étais pas du tout content. Parce que la lyre dans laquelle nous étions avec le président Tanja, c'est de dire non aux Français. C'est de dire non à l'impérialisme. En fait, lorsque j'avais appris que le régime de Tanja a été renversé, donc la première des choses qui m'était venue à tête est qu'après le renversement de ce régime, il y aura vraiment un bon remaniement de la classe politique pour que les choses pour lesquelles le général Salou l'avait renversé ne vont plus se répéter. Après une année de transition militaire, le pays s'est doté d'une constitution qui a donné naissance à la 7e République. 10 ans après, que pensent les Nigériens de la restauration de la démocratie qui a sous-tendu le coup d'État militaire du 18 février 2010? Si je fais une comparaison, même ça peut être même un péché pour moi de faire une comparaison. Parce que Tanja a compris les secteurs dans lesquels il faut investir. Et le président actuel, c'est vrai, il est en train de faire des constructions. Je salue les constructions et consorts, mais est-ce que c'est ça l'attente du peuple nigérien? Le peuple nigérien a faim. Le peuple nigérien a soif. Le peuple nigérien est en insécurité. Le peuple nigérien est souffrant sur le plan sanitaire. Sur le plan politique et d'ailleurs infrastructurel, j'allais dire, vraiment il y a eu un changement, surtout avec les 18 qu'on fait chaque année. On essaie de changer l'infrastructure de ces pays. On ne peut pas oublier ça en tout cas. Et les événements qui se passaient de temps à autre dans le pays. Et sur le plan politique, bon, là c'est toujours le jeu d'intérêt. Vous le constatez que c'est une vérité qui est très, vraiment, comment on l'appelle, très vérifiable. C'est un jeu qui est là de la politique et que quand tu rentres, c'est toujours le plus faible qui est écrasé. Aujourd'hui, on voit clairement et de façon palpable dans la ville les réalisations que ce gouvernement a tenté de faire. Donc ça, on ne peut pas les lier. Mais pour ce qui est de la régression, c'est plutôt d'un point de vue idéologique. Parce que le président Tandja défendait une certaine vision. Et on pense que si cette vision était exécutée, le Niger serait considérablement en avance. Parce qu'il
il faisait un combat sur les richesses naturelles, les ressources et tout ça. Et il faisait partie de ces présidents qui voulaient s'opposer effectivement à la France. Et en voulant s'opposer à la France, ce n'est pas seulement que l'intérêt du Niger qui défend, mais c'est également l'intérêt de toute l'Afrique. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu à l'époque, on ne pouvait pas l'accepter, on ne pouvait pas le cautionner. Aujourd'hui, je me trouve dans une situation de regret. Parce que ce que le président Tange a voulu faire, la majorité des Nigériens aujourd'hui, si je peux le dire, ils ne fait que regretter cela. Parce que si ça aurait été qu'ils l'ont laissé aller finir ces 3 années, j'espère bien que notre cher pays allait connaître de l'avancée significative, contrairement à ce que nous sommes en train de vivre au sein de notre pays, tant au plan politique, économique, social et sécuritaire. Si certains Nigériens sont encore nostalgiques du régime de la 6e République, pour des raisons qui leur sont propres, d'autres par contre pensent que la démocratie et le développement du pays n'ont jamais été une réalité au Niger qu'en cette ère de la 7e République. La commission électorale nationale indépendante CENI a organisé ce matin une rencontre d'échange et d'information avec les représentants des différents partis politiques. L'objectif étant d'échanger sur le processus électoral. Le compte-rendu de la rédaction. Il s'agit pour la Commission électorale nationale indépendante CENI, à travers la présente rencontre d'échange et d'information avec les représentants des différents partis politiques au Niger, d'échanger sur le processus électoral en cours dans notre pays. Au centre des discussions, l'opération biométrique. Ainsi, selon le président de la CENI, c'est un tableau très satisfaisant qui a été enregistré pour cette opération dans la zone 1 qui a concerné les régions d'Agadez, Tawa, Dosso et Tillabéri. Dans l'ensemble, ces opérations se sont bien déroulées dans les 147 communes de la zone 1, à l'exception de 8 communes de Tillabéri, à savoir Torodi, Markalondi, Abala, Tondikiwindi, Djagourou, Goroel, Inates, Banibangu et une commune de Tawa, Tilia, où l'enrôlement a été partiellement perturbé. L'enrôlement biométrique a donné les résultats provisoires suivants. 3 340 313 citoyens enrôlés et qui se répartit comme suit. 1 815 234 femmes, 1 525 079 hommes, soit 54% de femmes pour 46% d'hommes. Le président de la CENI s'est aussi appesanti sur le lancement des opérations d'enrôlement dans la zone 2 qui durera 115 jours. Les opérations d'enrôlement de la zone 2 ont démarré le 8 février dernier. Elles dureront 75 jours dans les 119 communes des régions de Difa, Maradi, Niamey, Zender ainsi que de la diaspora. Je voudrais vous rappeler, chers partenaires des partis politiques, que la condition sine qua non pour prendre part au vote est la présentation d'une carte d'électeur. Cette carte d'électeur n'est délivrée qu'aux citoyens régulièrement inscrits sur la liste électorale. Après avoir souligné l'importance de la biométrie dans la confection du fichier électoral, Maître Isaac Sonna a rappelé les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de cet important travail. Ces difficultés concernent en particulier la logistique, le matériel, la gestion du personnel ainsi que la sécurité. L'environnement sécuritaire, en effet, s'est dégradé à partir de la 4e ère de la zone 1 et a eu pour conséquence l'ajournement de l'enrôlement dans les 9 communes citées plus haut. Tir d'armes automatiques sur les véhicules de recensement, de violences et de menaces de mort adressées à des agents. Des mesures sécuritaires adaptées ont donc été prises pour, d'une part, réorganiser le comportement des équipes
et les escortes sur le terrain. Au cours de cette rencontre, des questions ont été posées par les représentants des partis politiques afin d'être édifiés sur le processus électoral au Niger. Il faut noter que cette rencontre d'échange et d'information a pris fin par la visite du centre de traitement des données. L'évolution de la situation politique dans notre pays ne cesse pas de susciter des interrogations. Les élections locales, législatives et présidentielles se feront-elles sans la participation effective de l'opposition? C'est ce qui a provoqué ce commentaire signé Ali Cissé Ibrahim. La conduite chaotique du processus électoral passé ayant pour conséquence l'installation d'institutions en manque de légitimité. Notre parti demeure aujourd'hui solidement uni et totalement à l'abri des présages que lui promettent certains oracles. La situation politique actuelle de notre grand pays, le Niger, mérite une attention toute particulière de la part de tous les citoyens. En effet, dans quelques mois, les Nigériens seront appelés à se prononcer aux élections locales, législatives et présidentielles qui, si elles se réalisent, marqueront un tournant majeur dans la vie démocratique du Niger. Mais avant tout, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Sur le plan de la compréhension de l'évolution politique de notre nation, les Nigériens d'aujourd'hui ne sont pas ceux de 1980. Quoi qu'on dise, présentement, les Nigériens ont atteint une certaine maturité politique qui leur permet de percevoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour eux. Alors, beaucoup d'observateurs de la scène politique ne manquent pas de se poser des questions. Comment peut-on aller à des élections locales, législatives et présidentielles alors que les régions de Difa, de Tillabéri et même une zone de Tawa ne vivent pas la tranquillité à même de permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote? Que seront les élections dans ces zones d'insécurité eu égard au nombre considérable de gens qui ne se sont pas fait enrôler? Plus encore, au regard de la situation d'insécurité dans les zones précitées, les conditions sont-elles réunies pour permettre au président Issoufou Mahamadou de céder le pouvoir en 2021? Mieux, quel avenir peut avoir un processus électoral dans lequel ne prend pas part l'opposition politique? Une opposition au demeurant assez singulière qui opte pour une fuite en avant en se cantonnant dans des déclarations assises qui, il faut le dire, laissent indifférent la majorité au pouvoir. Pour le moment, le dialogue politique devant permettre à l'opposition politique d'intégrer le processus électoral est au point mort. À ce niveau, le Premier ministre Brigitte Raffini, qui est le président du Conseil national du dialogue politique, peine à trouver la bonne formule pour rassembler toutes les sensibilités politiques, particulièrement l'opposition politique qui demande l'implication du président de la République, Issoufou Mahamadou. Mais entre-temps, l'attitude du président de la République après s'être fait enrôler est étonnante. À cette occasion, le président Issoufou Mahamadou a demandé la participation de tous les partis politiques au processus électoral. Ce qui prouve que si le président de la République le décide, il peut avoir autour de lui l'ensemble des opposants pour mettre en place une feuille de route qui permettra de cheminer vers des élections locales, législatives, présidentielles, apaisées et inclusives. Il n'y a pas de doute, le Niger est à la croisée des chemins de sa vie démocratique. Dès lors, il revient aux tenants du pouvoir et aux opposants de se retrouver sous l'arbre à palabres et de remettre au cœur de leurs préoccupations l'intérêt général. Pour cause, l'ensemble de la classe politique a un énorme travail à dérouler dans les mois à venir qui est de reconquérir les cœurs et les esprits des Nigériens qui sont fatigués de la confusion politique. Actualité à Difa, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort le week-end dernier à Difa suite à une distribution gratuite de vivres par le gouvernement de Borno. Par le gouverneur de Borno aux populations déplacées. Une situation déplorable qui ne laisse pas indifférents les citoyens nigériens. Les populations qui étaient parties là-bas pour recevoir des aides, pourquoi ne pas faire des quais? Et c'est une perte même, c'est une honte vraiment pour la population nigérienne. C'est le fait de perdre sa dignité. Les mesures ne sont pas vraiment prises pour bien faire les choses. Et sinon, c'est quand même assez troublant de voir des gens qui, juste à cause de nourriture ou, je sais pas, se piétiner, se marcher dessus jusqu'à ce qu'il y ait 20 morts. C'est quand même déplorable. C'est une zone où la psychologie de la population
n'est pas jusque-là stable. Donc quand il y a des vivres, il s'agit d'abord de passer à une sensibilisation et de bien organiser ça. Pour cela, le gouvernement nigérien devrait mettre en place des mécanismes permettant à la population de ne plus se retrouver dans ce genre de situation. Notamment, on a la police, on a la garde pour mettre plus que ça. Et demain, nous voudrions assez que quelqu'un de l'extérieur puisse venir dans notre pays pour pouvoir donner plus que ça. Parce que notre population en a besoin. On doit s'organiser avant d'affronter les douanes. Parce que parmi les bénéficiaires, on ne sait pas qui est qui. N'importe qui peut être intégré. Et soit disant qu'il doit être un bénéficiaire. C'est désolant vraiment si aujourd'hui le gouverneur de Borno ou bien d'un État de Nigeria est venu pour faire un don, c'est significatif. C'est parce que la région de Difa est en insécurité et que les gens se bousculent pour qu'il y ait même des victimes enregistrées. Si les gens se mettent de l'ordre, on peut faire ça et qu'on ne puisse pas enregistrer de nombre de victimes par rapport à ça vraiment. Par rapport à cet événement tragique, nous allons présenter nos condoléances les plus attristées aux familles pleurées, également à l'endroit de la nation. On peut supposer que ces morts-là sont une résultante de la mauvaise gestion de la question sécuritaire. Parce que pour nous, il peut y avoir ces soutiens-là qui peuvent venir appuyer le quotidien de la société, mais il faut qu'on crée les conditions, parce qu'on connaît l'existence de cette insécurité-là, on crée les conditions de faire la distribution de ces vivres-là d'une façon beaucoup plus scientifique, de façon à ce qu'on puisse éradiquer et être sûr qu'il n'y a pas de l'infiltration. Entre autres, il faudrait qu'on voit peut-être dans l'autre angle la précarité dans laquelle nos populations sont en train de vivre. Parce que, bien évidemment, il peut y avoir ces morts-là par le simple fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à subvenir aux besoins quotidiens. Parce que celui qui dort sans savoir ce qu'il va manger demain, quand il voit des vivres à distribuer, bien, il voit de soi qu'il se précipite pour aller chercher. Et donc, lorsque ça devient d'ordre général, et donc c'est aussi facile de voir ce résultat-là aujourd'hui enregistré. Donc l'appel que nous pouvons lancer à ce niveau-là, c'est à l'État vraiment de reprendre sa responsabilité de façon entière, qu'ils comprennent la nécessité d'appuyer ces populations-là, qu'ils comprennent qu'il a un devoir moral, politique et intellectuel, n'est-ce pas, d'aller dans le sens d'accompagner ces populations-là qui vivent vraiment les calvaires. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que c'est un autre État, c'est un autre pays, disons un autre État qui vient en aide à ces populations-là qui vivent les calvaires dans notre pays. Eh bien, c'est peu. Même si c'est aussi à vraiment remercier, je pense que c'est de la charge de notre gouvernement vraiment de comprendre la nécessité de mettre ce qu'il faut de nécessaire. Volet reportage dans cette édition ouvert chaque vendredi. Le marché hebdomadaire de Torodi est confronté à une mévente. L'insécurité a fait en sorte que les gens ne viennent pas comme avant s'approvisionner en céréales dans cette localité où l'état d'urgence est décrété. C'est un reportage signé Ismaël Moumouni Moussa et Aboubakar Souley. Jadis connu pour une affluence massive, le marché de Torodi est de nos jours déserté. En témoignent ces multiples hangars vides. Et comme la nature a horreur du vide, ces hangars sont devenus les lieux de refuge des ânes. Malgré que les prix des produits n'ont pas grimpé dans ce marché, c'est la mévente pour les commerçants. Les prix des produits n'ont pas grimpé. Le sac du mil est à 16 500 francs. Le sac du maïs coûte 14 000 et celui du sorgho 13 000. Je viens de payer le sac de niébé à 27 000 francs auprès des grossistes pour ensuite les revendre en détail. Les prix de vente diffèrent entre les grossistes et les détaillants. Cette mévente est occasionnée par la situation sécuritaire délétère.
La situation est vraiment lamentable. On n'arrive pas à écouler nos produits. On est obligé de ramener ces vivres dans les magasins. Ceux qui achètent nos produits sont dans des villages éloignés et avec l'insécurité, leurs déplacements sont limités. Mais en plus, le prix des produits va être élevé en ajoutant le coût de transport, raison de la mévente. Voyez-vous, dans la plupart des hangars, il n'y a pas de gens. Et tout cela est dû à un problème de moyens de déplacement, car circuler à moto est interdit. Rappelons que le marché hebdomadaire de Torodi est ouvert chaque vendredi et qu'il est fréquenté même par les habitants des pays voisins. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.